Bienvenue à tous dans ce nouvel amphithéâtre de la Paris School of Economics. Donc aujourd'hui nous allons fêter, nous sommes réunis donc à l'occasion des 20 ans du CAE. CAE créé en 97 par Lionel Jospin, malheureusement qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui sera représenté par Pierre-Alain Muet, qui donc a été le premier président délégué du Conseil d'analyse économique. Et puis Antoine Saint-Oyen qui conseiller économique du Premier ministre actuel viendra porter un message en conclusion, puisque malheureusement le Premier ministre a fixé ce matin un discours important devant l'Assemblée. Bon, on était un peu vexés, mais voilà. Alors, le Conseil d'analyse économique en deux chiffres, 105-42, 105 rapports entre 97 et 2012, 42 notes entre 2013 et aujourd'hui, en comptant celle qui sort aujourd'hui. Et donc je pense que ce qui caractérise le CAE, c'est l'indépendance, la collégialité et l'ancrage dans la recherche, qui différencie donc le CAE avec d'autres institutions qui réalisent également des travaux de politique économique. Alors, donc, quand nous avons réfléchi à cette occasion, à ce colloque, nous avons donc pensé que c'était mieux de... On n'allait pas saisir cette occasion pour s'auto-congratuler, ni pour s'auto-flageller d'ailleurs, mais plutôt pour réfléchir ensemble à la place des économistes en général et des économistes chercheurs en particulier dans les débats et les décisions de politique économique. Donc nous sommes très heureux de faire cela en partenariat avec trois partenaires. La première, c'est PSE, naturellement, qui nous accueille dans ses nouveaux locaux. Donc on pourrait dire c'est l'année zéro. PSE vient de fêter ses 10 ans, c'est tout petit, hein, par rapport au CAE qui en a le double. Donc merci à son président qui est ici, à son directeur, et merci à Sylvain Riffet et à ses équipes pour tout le travail réalisé. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Le deuxième partenaire, c'est l'AGEF, l'Association des journalistes économiques et financiers, représentée ici par Emmanuel Cuny, qui est son président. Malheureusement, Françoise Cruignot a eu un empêchement de dernière minute. Jean-Marc Vittori va nous rejoindre. Alors j'ai vu que l'AGEF allait ou a fêté ses 60 ans. Donc là, respect. C'est voilà. Donc on écoutera avec intérêt donc les conseils d'une association aussi vénérable. Et troisième partenaire, l'Association française de sciences économiques, représentée ici par son ancien président François Bourguignon et scoop, son futur président Jean-Luc Tavernier. Voilà, et son actuelle présidente qui est en train de parler, ainsi que Françoise Benamou qui fait partie du conseil de direction. Alors merci donc à Thierry Pénard, son trésorier en particulier, pour l'aide qu'il nous a apportée. Donc avant de démarrer, je voulais remercier tout de suite l'équipe du CAE, en particulier Christine Karl, Hélène Matakos, Amélie Chourich-Ray, Jean Beuve, Hélène Paris, Mathilde Grassoulot et je crois qu'ils ont été aidés aussi par Patou Guézo. Donc c'est merci beaucoup parce que ça a été quand même un rush, un marathon et elles ont toutes et tous d'ailleurs, puisqu'il y a un garçon, nous on est très très paritaire au CAE, eh bien ils ont assuré donc le rush final avec une grande efficacité. Alors voilà comment on va s'organiser. Donc on a deux tables rondes qui seront chacune introduites. Donc je vais introduire la première et puis Hélène introduira la seconde. C'est l'occasion donc de vous présenter aujourd'hui une nouvelle note, Les économistes dans la cité, qui a été co-rédigée avec Olivier Blanchard et Jean Tirole. Alors vous êtes sans doute déçus de ne pas voir Olivier ni Jean aujourd'hui dans cette salle. On a essayé de les avoir. On a pensé que peut-être pour le 21e ou le 22e anniversaire, on pourrait y arriver, mais que s'il fallait les attendre, on aurait du mal. Voilà, donc ils s'excusent. Ils sont donc par la pensée avec nous aujourd'hui et je leur transmettrai vos commentaires. Alors,
Quand le cabinet du Premier ministre nous a demandé cette note sur les économistes, le rôle des économistes, mon premier réflexe a été de dire non. Pourquoi? Parce que l'idée d'avoir une note rédigée par des économistes sur les économistes me paraissait un peu bizarre. Je trouvais ça bizarre, oui, que les économistes s'expriment sur la profession des économistes eux-mêmes. Alors ensuite, j'étais au cinéma, j'ai constaté que des cinéastes faisaient des films sur les cinéastes, et puis j'ai vu des livres passer à la maison où on voyait des physiciens parler des scientifiques, et je me suis dit, bon, finalement, pourquoi pas nous? Et donc j'ai fini par dire oui. Alors, pourquoi cette note? Il y a deux niveaux de justification. La première, c'est qu'il y a un certain désarroi que vous percevez tous dans vos vies professionnelles. Donc les économistes sont à la fois omniprésents dans les débats, mais incompétents, perçus comme souvent incompétents. On va voir exactement ce que ça veut dire. Il y a eu l'épisode El Khomri, de la loi El Khomri, où est apparu au grand jour dans la presse des clivages entre des économistes qui tous individuellement étaient des gens considérés comme compétents. Quand on regarde la littérature, on voit que l'influence des économistes en réalité est relativement limitée, alors que la perception c'est qu'ils ont trop de place, mais en réalité elle est assez limitée. Elle est plus importante dans les domaines très techniques, comme la politique monétaire ou la supervision bancaire. Et elle est probablement plus importante dans les périodes d'incertitude, de forte incertitude, donc par exemple dans la crise récente. Alors la situation française est particulière. En France, nous avons donc une grande école qui forme des économistes, et ces économistes sont dans un grand corps de l'État, et donc irriguent l'administration. Donc c'est pas pareil, hein, la relation entre les économistes chercheurs universitaires et la décision est un peu différente en France du fait de l'existence de ce grand corps d'économistes, en particulier dans l'administration économique. Et donc je vais en parler un peu plus. Et puis, semble-t-il, il y a un certain nombre de travaux qui semblent montrer que les économistes français ont tendance à être plus divisés que dans d'autres pays. Alors, évidemment, comme on est des économistes, on va raisonner en termes d'offres et de demandes. Donc on s'est demandé quelle était l'offre, quelle était la demande, à défaut d'avoir un prix d'équilibre. Alors, donc on a considéré comme l'offre, c'est l'offre d'expertise. Et on va s'intéresser à l'économiste défini comme quelqu'un qui est titulaire soit d'un doctorat d'économie, soit d'un master ou équivalent. Alors, la réforme licence, master, doctorat nous a aidés, puisque maintenant, tout diplômé des grandes écoles a un master, donc ça nous permet de mettre les diplômés, par exemple, de l'ENA, ils sont des économistes. Ils peuvent être des économistes. Producteurs, mais on rajoute une deuxième condition, c'est d'être producteur de recherche, d'analyse, de conseil et d'enseignement. Alors on va mettre l'enseignement de côté, on en a discuté un peu, mais c'est un sujet en soi, l'enseignement de l'économie, donc on a préféré ne pas l'aborder. Donc on va restreindre le champ à non seulement ceux qui sont titulaires d'un diplôme d'économie, mais en plus qui, dans leur travail quotidien consiste à produire des analyses et non pas seulement de les utiliser. Et donc on met du côté de la demande les décideurs du secteur privé et du secteur public. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au secteur public. Et puis le monde de la presse. Alors évidemment, il y a une intersection entre les deux, hein, puisque dans le monde de la décision, dans les ministères, il y a des gens qui produisent aussi des analyses. Et puis, il y a des journalistes qui aussi produisent, qui sont parfois spécialistes d'un secteur, d'un pays. Et donc les catégories ne sont pas si tranchées, mais bon, ça aide quand même à réfléchir. Et donc, entre ces différents mondes, il y a trois modes d'interaction. Donc, entre les chercheurs, d'une part, et puis la décision publique, il y a trois modes d'interaction qu'on a définis, qui sont, la participation directe. Donc, quand un chercheur peut éventuellement être détaché pendant une période de sa carrière, dans un cabinet ministériel, dans une agence de régulation, dans une banque centrale. Une participation indirecte. Donc, le chercheur participe à des groupes de travail, à la rédaction de rapports, d'évaluation de politique publique, et au conseil d'analyse économique. Et une troisième catégorie qui en fait est assez importante aujourd'hui avec le développement de l'évaluation des politiques publiques, qui est une discipline académique en pleine expansion, où le chercheur reste dans son laboratoire, mais produit des articles qui vont être ensuite utilisés, parfois de manière très intensive, pour la politique économique. Et alors évidemment, là aussi, c'est pas aussi tranché, puisqu'on peut avoir des chercheurs qui restent dans leur laboratoire, mais qui ont le numéro de téléphone de décideurs et qui donc passent au-dessus de toutes ces institutions. Voilà, donc on a aussi des modes d'interaction plus informels.
Alors, ces interactions sont rendues difficiles par différents aspects. D'abord, il faut dire qu'il y a un discrédit quand même assez général sur les experts et sur les statistiques. Donc là, on cite une enquête Ipsos Soprasteria sur les scientifiques. Donc 28 personnes des personnes interrogées seulement font confiance aux scientifiques pour dire la vérité dans le domaine du nucléaire. 34% dans le domaine du réchauffement climatique et seulement 16% dans le domaine des OGM. Donc on voit que les experts, il n'y a pas qu'en économie que les experts sont mal considérés. Et bon, il y a des travaux, des enquêtes de l'INSEE sur les statistiques et une certaine défiance de la population par rapport à la réalité des statistiques. Alors, par ailleurs, les économistes ne font pas ce qu'on croit. Les gens pensent qu'on fait toute la journée de la prévision. Or, c'est relativement limité dans l'activité des économistes en moyenne, même si certains le font à plein temps. Donc, les économistes font beaucoup d'analyses en réalité, y compris sur des sujets où on ne les attend pas. Récemment, à l'Association française de sciences économiques, on a remis une distinction à un jeune thésard qui a fait sa thèse sur la récidive dans les prisons. Donc on n'attend pas les économistes là, et ça donne un sentiment de malaise, un peu d'hégémonie des économistes qui s'emparent de n'importe quel sujet. Le raisonnement économique est également spécifique, et on a souvent beaucoup de mal, par exemple, à faire comprendre les raisonnements en équipe générale, le fait qu'on prend en compte l'ajustement de différents prix sur plein de marchés, ou l'incidence, les raisonnements d'incidence, le fait que quand on taxe à un endroit, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va payer. Ou, et bien évidemment, la causalité, qui est la grande affaire des économistes, et que ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a une causalité, et ça, le grand public a du mal à le comprendre. Donc, il y a aussi des raisons assez profondes pour lesquelles les interactions peuvent être difficiles. L'économie est naturellement une science sociale, donc il y a une incertitude inhérente sur les résultats. Les résultats, non seulement économétriques, il y a des marges d'incertitude, mais en plus, c'est pas évident de transposer un résultat d'une période sur l'autre ou d'un pays sur un autre, puisque les phénomènes qu'on étudie sont des phénomènes éminemment mouvants, avec des individus qui prennent des décisions, et des institutions qui les façonnent aussi, et qui peuvent éventuellement changer. Il y a des phénomènes autoréalisateurs. Alors ça, c'est vraiment très pénible, puisque, par exemple, si je suis météorologue, je prévois la pluie pour demain, je peux avoir raison ou tort, mais ça ne va pas changer le fait qu'il pleuve éventuellement demain. Alors que si je prévois pour demain une baisse du dollar, eh bien, le dollar risque de baisser aujourd'hui, enfin si vous m'écoutez, le dollar risque de baisser aujourd'hui, et donc demain, il ne va pas baisser, puisqu'il aura déjà baissé, et donc j'aurai tort. Et ça rend la prévision sur certaines variables quasi impossible. Et comme j'ai dit, comme les gens pensent que les économistes sont là pour faire des prévisions, du coup, ça les met un peu en porte-à-faux. Alors enfin, l'économiste, naturellement, fait partie de la société qu'il étudie, et donc il est difficile pour lui de s'extraire de son influence culturelle, voire politique ou idéologique, et donc il faut prendre ça aussi en compte, c'est-à-dire que, par exemple, un météorologue, lui, son objet, ses idées politiques ne vont pas avoir d'influence sur sa méthode de travail, alors que l'économiste, il peut toujours y avoir ce soupçon. Et enfin, les économistes sont à la fois accusés de penser tous pareil, donc c'est la pensée unique, ou de n'être jamais d'accord. Et donc là, ils sont totalement inutiles puisqu'ils ne sont pas d'accord. Et donc là, c'est un vrai sujet qu'on va traiter spécialement dans la deuxième table ronde, où l'idée, c'est que plus les questions sont larges, plus évidemment il y a des désaccords, donc il faudrait essayer de circonscrire les questions pour pouvoir atteindre éventuellement quelques consensus. Et la difficulté, c'est que le consensus, naturellement, évolue au cours du temps. Et donc, selon qu'on est proche ou non, plus ou moins proche de la recherche qui est en train de se faire, eh bien, on est plus vite au courant de l'évolution du consensus, et du coup, il y a des désaccords qui apparaissent, simplement le fait que le consensus scientifique a évolué, et il met du temps à se diffuser dans la profession. Et l'économie aussi évolue. Par exemple, les économistes sont devenus tous keynésiens en 2009. C'est pas parce que idéologiquement ils avaient changé, c'est pas parce que les méthodes avaient changé, c'est parce que tout simplement les conditions pour que le multiplicateur keynésien soit important étaient toutes réunies en 2009, et donc ils ont été keynésiens, et ensuite, de nouveau, ils se sont séparés. Alors, là-dessus se collent des problèmes d'incitation. Incitation du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, les économistes universitaires n'ont aucune incitation à faire des efforts pour être pédagogiques, pour participer au monde de la décision publique. Ça ne va rien leur rapporter, entre guillemets, du point de vue de leur carrière.
Et du coup, on a une sorte de spécialisation avec d'un côté des chercheurs qui sont spécialistes d'un sujet pointu et qui restent en chambre, enfin qui ont envie de rester en chambre pour publier dans les meilleures revues, donc ne pas se disperser. Et puis de l'autre côté, des économistes généralistes qui sont souvent très pédagogues et qui éventuellement... Donc le risque, c'est qu'ils divergent un peu par rapport à la recherche, et donc, puisqu'ils ont du mal à rester au courant des dernières avancées de la recherche dans tous les domaines, hein, c'est quasi impossible, et donc du coup que ce qui est répercuté dans les médias ne soit pas forcément complètement en ligne avec les avancées de la recherche. Du côté de la demande, on le voit, hein, donc on aura des représentants dans un instant. Donc on sait que la presse a des grosses difficultés économiques, donc il faut faire vite, toujours avec très peu de moyens. Et donc quelques économistes généralistes qui sont très pédagogues, qui sont des bons clients, comme on dit, eh bien, vont avoir la préférence des médias. Et donc c'est extrêmement difficile de faire monter des jeunes qui peuvent être spécialistes de tel ou tel domaine et qui ont des choses à dire, mais qui ne sont pas forcément complètement capables de simplifier un peu leurs analyses et de parler à un public plus large. Il y a aussi un intérêt pour la mise en scène des désaccords. C'est quand même beaucoup plus sympa sur une page de journal d'avoir pour, contre, plutôt que d'avoir une espèce de consensus. Enfin, il y a un côté aussi mise en scène à laquelle il est difficile de résister. Du côté des décideurs publics, c'est un peu le contraire. Hein. On n'aime pas du tout on the one hand, on the other hand. Je pense que les décideurs préfèrent avoir une vision un peu claire. Donc, comme je dis, il y a le phénomène des grands corps, donc qui, à la fois, ça permet de faire cette liaison entre le monde de la recherche et le monde de la décision, et en même temps, ça barre un peu la route, aux chercheurs qui voudraient éventuellement participer de manière plus opérationnelle aux décisions de politique économique, sachant que les chercheurs ne sont pas forcément toujours non plus très opérationnels, ils ne savent pas trop ce que c'est qu'un décret, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas forcément formés au management, donc il ne faut pas non plus idéaliser la participation directe des chercheurs au monde de la décision, mais bon, il se trouve qu'en France, et je vais le montrer dans un instant, cette participation directe est faible. Donc ça, c'est le travail énorme qu'ont fait Jean Beuve, Thomas Renaud et Amélie Churicheret. Et donc vous avez dans vos dossiers le focus sur... donc il y a deux focus, donc ça c'est un des deux focus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris dans le répertoire REPEC les 100 premiers. Alors pourquoi les 100? Parce que ça aurait été mieux de prendre 200 ou 300, mais c'est énormément de travail, donc ils ont pris 100. Les 100 premiers économistes répertoriés dans le rapport REPEC, donc c'est des académiques, puisque ce répertoire est fondé sur les publications. Et ils ont regardé, dans les CV qui sont en ligne, si ces personnes avaient, dans leur carrière, au cours de leur carrière, participé, soit de manière directe, soit de manière indirecte, à la décision publique. Alors, direct, ça veut dire passer 1 an, 2 ans ou plus dans une agence de régulation, dans un ministère, dans une banque centrale. Et indirect, ça veut dire participer au CAE, ça veut dire participer à des groupes de travail, rédiger des rapports. Et voilà. Et la troisième catégorie, recherche, c'est ceux qui n'ont pas participé, donc qui ne participent que par la production de recherche. Et donc il y a une comparaison entre États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France. Donc ont été éliminés les économistes qui ont fait toute leur carrière dans une organisation internationale, par exemple, donc c'est plus difficile de les caractériser. Et donc on voit très clairement sur ce graphique que la France est tout en bas en matière de participation directe. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. Les allers-retours entre le monde de la recherche et le monde de la décision sont faibles en France. Mais la France est assez haut en matière de participation indirecte, presque au niveau des États-Unis. Donc là, il y a un rôle qui est évidemment du CAE, mais pas que. Il y a beaucoup de comités de conseil en France qui participent pour essayer de nourrir la recherche, de nourrir la décision à partir de la recherche. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Alors, dans le débat public, les économistes sont par contre, les économistes français sont relativement peu présents. Donc là, vous avez des statistiques dans les dossiers. Je résume. Donc toujours avec ces 100 de REPEC, ils sont relativement peu présents sur la plateforme Vox, qui en fait permet aux économistes européens et d'ailleurs aussi américains de poster de courts articles sur des sujets de politique économique. Et donc l'avantage, c'est que c'est comparable entre les pays, et on voit que les Français sont quand même relativement en retrait, relativement peu actifs sur Twitter, sauf quelques individus, et relativement peu cités par la presse française, un peu comme les Italiens,
l'Allemagne se distingue de ce point de vue. Dans les journaux allemands, vous avez beaucoup d'économistes universitaires qui sont cités, et ce n'est pas le cas en France. Donc c'est un gros travail en regardant, vous pourrez lire, en regardant la presse de différents pays et voir de quelle manière, si ces articles de presse sur des sujets bien déterminés, comparables entre les pays, faisaient référence ou non à des économistes de type universitaire-chercheur. Alors, point intéressant, parce qu'on me demande souvent à quoi sert le CAE. Donc, on a regardé du point de vue statistique, en fait, sur les 41 notes qui ont été publiées avant celles d'aujourd'hui, quels avaient été le nombre de reprises presse, donc c'est l'échelle de gauche, les bâtons bleus. Et avec Hélène, on s'est fait un indice subjectif de ce qu'on percevait de l'impact sur la décision publique. Alors, c'est très imparfait, il faudrait le faire plus rigoureusement. Mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, à droite, vous avez toutes les notes qui ont eu 0 impact de notre point de vue sur la décision publique. C'est à peu près la moitié. Alors, on voit qu'une grande partie d'entre elles sont des notes très récentes, ce qui donne de l'espoir, puisque je vous donne quand même cet exemple. Le rapport Blanchard-Tirole de 2003 va peut-être, cette année, donner lieu à une décision de politique économique, ce bonus-malus, dans l'assurance chômage. Donc vous voyez, il y a des délais extrêmement longs, et je pense que Pierre-Alain voudra en reparler, il peut y avoir des délais extrêmement longs entre ce que publie le CAE et la décision. Donc ça, c'est le premier point. Donc les plus récentes n'ont pas d'impact, très peu ont beaucoup d'impact. Et en fait, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il n'y a pas de corrélation apparente entre le nombre de reprises presse, donc le succès médiatique de nos notes, et l'impact sur la décision publique. En particulier, la commande publique, la note sur la commande publique a été assez peu reprise, mais surtout sur le droit des faillites, c'était un flop total du point de vue médiatique, et c'est peut-être la note qui a le plus d'impact une des notes qui a le plus d'impact sur la décision publique. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le CAE remplit quand même une case que ne remplissent pas, par exemple, les think tanks, dont eux, l'impact est largement via la presse. Donc, ça nous a semblé intéressant de regarder ça. Et donc, effectivement, de temps en temps, les propositions sont tellement révolutionnaires qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un impact immédiat sur la décision publique. Il y a certaines choses qui sont dites par le CAE. Par exemple, pourquoi ne pas supprimer l'assurance maladie? Donc, on ne s'attend pas à ce que le lendemain, des décisions soient prises. Donc, c'est assez normal que, finalement, avoir la moitié des notes qui ont eu un impact petit et quelques-unes un impact substantiel sur la décision publique, c'est déjà un résultat qu'on considère comme assez positif. Mais notre rôle, évidemment, c'est, avec d'autres, c'est aussi de faire évoluer les mentalités pour qu'un jour, des décisions soient prises. Et on peut prendre par exemple l'exemple des allocations logement, dont tous les économistes y sont mis, et progressivement, je crois que maintenant, aujourd'hui, le monde de la décision a compris que subventionner la demande de logement quand il n'y a pas d'offre, ça fait monter les prix. Et bien on a mis, je pense, collectivement 15 ans à faire accepter cette idée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus, à la fois entre les experts et le monde de la décision. Maintenant, il n'y a qu'à, donc comment est-ce qu'on le fait? Il y a problème de transition, d'accompagnement, ça c'est autre chose. Alors, j'en viens aux recommandations. Donc, on a 3 groupes de recommandations. Le premier, c'est sur les chercheurs eux-mêmes, qui consiste d'abord à faire le ménage chez eux. Il y a eu des progrès qui ont été faits en matière de publication sur les conflits d'intérêts, mais il faut sans doute aller plus loin sur la déontologie des chercheurs. Par exemple, on voit parfois des chercheurs qui s'expriment sur des sujets qui sont assez loin de leur recherche, et ça peut aussi provoquer un certain trouble dans les débats publics. Donc, une recommandation, ce serait pour l'Association française de sciences économiques, éventuellement, de faire une espèce de modèle de charte. Alors, il y en a déjà un, mais qui est plutôt centré sur les conflits d'intérêts, de faire une espèce de modèle de charte qui serait accepté par ses membres sur des sujets plus larges. Bien sûr, il y a les conflits d'intérêts, mais pas que. La deuxième recommandation, donc on va en parler plus sur la deuxième table ronde, ce serait l'idée de mettre en place en France un groupe d'experts qui évoluerait au cours du temps,
et qui permettrait de dégager des sujets sur lesquels il y a consensus pour permettre au débat public de se concentrer sur les sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus. Donc j'ai pris l'exemple là du logement. C'est pas la peine de continuer à débattre, sauf s'il y a des nouvelles révélations de la recherche, mais c'est pas la peine de continuer à débattre sur savoir si il faut subventionner la demande quand il n'y a pas d'offre. Là, il y a un consensus, et donc il faut le marquer, et ça permet de déplacer le débat là où il n'y a pas de consensus. Donc on va en parler plus à fond, puisqu'on a fait une expérience avec votre aide, avec l'aide des anciens du CAE, sur ce sujet. Alors le deuxième groupe de recommandations a trait au lien avec les décideurs. Donc l'une porte sur l'évaluation des politiques publiques. Il y a eu des progrès qui ont été faits en France, mais on peut aller encore plus loin. C'est important non seulement que les évaluations de politique publique soient réalisées avec les meilleures méthodes disponibles pour mettre en évidence les relations de causalité, donc dans l'absolu, mais c'est aussi important pour les relations entre les chercheurs et le monde de la décision, parce que parfois les chercheurs peuvent être perçus comme un peu déconnectés de la réalité des politiques publiques, de comment elles sont mises en œuvre en pratique. Vous savez que Esther Duflo, avec cet article très intéressant sur l'économiste comme un plombier, l'économiste devrait sans doute s'intéresser un peu plus à la plomberie, de comment ça marche exactement, et c'est cette relation avec les décideurs et avec surtout les personnes qui mettent en œuvre les politiques qui va le permettre. Donc développer encore plus cette association sur l'évaluation des politiques publiques. La recommandation 4, ça porte sur les allers-retours facilités entre le monde académique et celui de la décision publique. Donc on a regardé par exemple les pédigrees des gouverneurs de la Banque de France et des sous-gouverneurs de la Banque de France, et aucun n'a jamais, depuis 1980, aucun n'avait un doctorat d'économie, alors que si vous allez en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est pas du tout le cas. Donc pourquoi est-ce que certains postes de l'administration, pas tous bien sûr, mais certains postes de décision pourraient être un peu plus ouverts? Il ne s'agit pas de prendre nécessairement, de réserver à des économistes universitaires, mais au moins de les permettre de concourir sur ces postes, chef économiste, etc. Et ça suppose aussi, évidemment, que quand ils retournent à l'université, ils ne soient pas trop handicapés, puisqu'aujourd'hui, ils sont plutôt handicapés dans leur carrière. Donc, il y a des aménagements pour que... il ne s'agit pas de les favoriser, mais les aménagements, par exemple, des charges de cours, pour qu'ils puissent se replonger dans le bain de la recherche sans avoir trop de difficultés. Et la deuxième groupe de recommandations porte sur les journalistes, les relations avec les journalistes. Donc, une première suggestion, ce serait de faire une sorte de répertoire des ressources existantes, donc à partir des économistes, par exemple, répertoriés par la FSE, avec donc des indications sur le fait qu'ils adhèrent à la charte de déontologie et indications sur leurs compétences attestées par des publications sur le sujet en question, et donc délivrer ça et remettre à jour régulièrement pour que les journalistes puissent diversifier leurs sources d'informations. Et puis, éventuellement, donc aussi, formation réciproque. Finalement, on a un public de journalistes dont les jeunes sont souvent pas très bien formés en économie. D'un autre côté, on a des économistes universitaires qui ont beaucoup de savoir, mais pas forcément de communication, de qualité de communication. Et peut-être organiser des sessions fermées entre ces deux populations pour progresser. Donc avec, par exemple, l'AGEF et la FSE, comme l'AGEF fait déjà des sessions avec des décideurs, peut-être étendre avec des économistes du monde universitaire. Voilà, donc 6 recommandations qui finalement, le diagnostic, c'est on a beaucoup progressé en France, les économistes sont quand même assez présents, pas de manière directe, mais indirecte, mais on peut encore progresser. Notamment par rapport au débat public, il faut que les économistes fassent des efforts de l'intérieur, il faut qu'ils soient soutenus de l'extérieur, à la fois par le monde de la décision et par le monde de la presse. Et finalement, les recommandations ne paraissent pas hors de portée. C'est des choses qu'on peut, à la rigueur, mettre en œuvre.